on me dit, en beauté, le cycle des entretiens d'ici consacré à l'intimité des grands personnages qui ont jalonné notre histoire. Depuis septembre 2017, vous avez pu découvrir un certain nombre de personnalités sous l'angle original de leur vie privée et de l'impact qu'elle a pu avoir dans leur sphère publique. Avec Victor Hugo, nous abordons un titan de la littérature française, l'extraordinaire variété de son héritage artistique, tantôt lyrique, les contemplations, tantôt engagé. Je mords sur ce que va dire notre orateur. Tantôt engagé contre Napoléon III, les châtiments, et garni d'œuvres ayant rencontré des succès absolus tels Notre-Dame de Paris ou encore Les Misérables. C'est un personnage d'une grande complexité qui a su renouveler artistiquement la poésie comme le théâtre, s'inscrire dans les débats politiques de son temps, répandre les idées sociales qu'il défendait, à savoir la lutte contre la misère et l'exclusion, la défense des droits de la femme et des enfants, la lutte pour l'abolition de la peine de mort, le droit à l'instruction pour tous ou la défense des États-Unis d'Europe. Ces combats qui furent les siens témoignent encore aujourd'hui d'une grande actualité. Chef de file du mouvement romantique, père éploré, adversaire politique du régime impérial, défenseur acharné de la démocratie, ses choix politiques et moraux, son œuvre hors du commun, ont fait de lui un personnage emblématique que la Troisième République a honoré par des funérailles nationales, puis une panthéonisation. Voilà la lourde tâche qui vous incombe ce soir, cher Jean-François Kahn, celle de présenter ce monument de l'histoire de France au cœur même de notre ville, qui l'accueillit de longs après-midi à l'été 1819, qui vit le jeune Victor Hugo et Adèle Fouché s'échanger leur premier serment d'amour, dont nous fêtons cette année le 200e anniversaire. Vous êtes un journaliste bien connu, à la carrière éloquente, cher Jean-François Kahn. Vous avez mené en particulier l'enquête qui aboutit à la révélation de l'affaire Ben Barka. Aujourd'hui, on a Ben Allah. Vous avez, c'est pas le même niveau. Vous avez travaillé pour Paris Presse, l'Express, Europe 1, Le Monde, nommé directeur de la rédaction des Nouvelles littéraires en 1977. Vous devenez directeur du Matin de Paris en 1983. Vous créez enfin l'hebdomadaire d'information Marianne en 1997, dont vous êtes le directeur pendant 10 années. L'événement du jeudi avant. Ah oui, mais j'ai lu aussi les deux. J'ai même été abonné. Écrivain reconnu, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment Victor Hugo, un révolutionnaire, publié chez Fayard en 2001, dans lequel vous dépeignez la métamorphose Victor Hugo, transformé de vicomte et père de France en républicain des Misérables. Avant de vous laisser nous en dire davantage, cher Jean-François Kahn, je vous annonce que les entretiens d'ici se poursuivront à travers notre nouveau cycle consacré à la métamorphose et vont développer une réflexion sur la ville de demain et ses enjeux. Certains des grands architectes ayant fait montre de leur talent à Issy-Moulineaux viendront vous exposer leur vision de l'architecture. Françoise Reynaud, celle qui fait le siège de Capgemini, au pont d'Issy, c'est l'ancienne compagne de Jean Nouvel. Et elle n'était pas très prisée par les promoteurs. C'est moi qui l'ai imposée. Corse machiste, c'était normal. Je m'étais dit, si elle a rompu avec Nouvel, c'est qu'elle avait vraiment du talent. Donc, ça s'est bien passé. Autre architecte, Daniel Libeskind, qui a remporté quand même le prix Ground Zero, petit juif polonais, arrivé à 14 ans à New York, et qui a gravi tous les échelons jusqu'à cette suprématie. Le 11 avril, Christian de Porzenparc, qui a fait chez nous le siège de Bouygues, le siège de la Poste et le siège de Colas, beaucoup de talent, le 16 mai. Et, plus bizarre, Salwa et Selma Mikou, le 6 juin prochain. Ce sont deux seules architectes marocaines, deux sœurs, qui ont fait, entre autres, la piscine Feng Shui. Ça leur a ouvert les portes de tous les concours. Alors, elles ont une audace terrible, elles candidatent partout, et elles sont retenues. La piscine Feng Shui, c'est une idée complètement farfelue du maire, elle fait aujourd'hui 140 000 entrées par an. Et on gagne de l'argent, grâce à deux jeunes Marocaines. Voilà, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une agréable et enrichissante soirée autour de notre ami Jean-François Kahn.
auriez pu signaler quelque chose qui... Appuyez. Et oui, c'est moderne ici. Allez-y. Là, Oui. qui devrait particulièrement vous intéresser, c'est que Victor Hugo, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, avait extraordinairement d'humour, et en particulier qu'il avait le sens du jeu de mots. Hein, il avait le sens du calembour. Et on cite toujours une phrase de lui contre le calembour, mais en vérité, il en a fait beaucoup. Il avait le sens, absolument le sens du calembour. Le calembour. C'est lui qui, quand au pouvoir était le général Trochu, avait commencé, Trochu, participe passé du verbe trochoir, pour montrer ce qu'il prend. Oui, là, ce qui est intéressant dans le cas de Victor Hugo, c'est qu'il est d'aujourd'hui. Il nous parle d'aujourd'hui. Et c'est d'autant plus extraordinaire que quand il est mort, ou même un peu avant sa mort, la tendance était de dire il est foutu, il est fini, on n'en parlera plus. Je retrouvais des citations extraordinaires. Dans la revue des Deux Mondes, on dit l'autorité de son nom, en plus, il n'avait que 50 ans à l'époque, il en est mort à plus de 80 ans. L'autorité de son nom s'affaiblit de plus en plus. Il va disparaître bientôt sous le flot envahissant de l'oubli. Borbet d'Aurevilly, qui lui-même est un auteur d'ailleurs très, très intéressant, l'auteur des Diaboliques, écrit Victor Hugo n'existe plus. On doit en parler comme d'un mort. Francisque Sarcey, qui était un célèbre critique théâtral, très célèbre à l'époque, écrivait Victor Hugo ne doute pas de l'impopularité où il tombe peu à peu. Le dieu croule, le grand pan est mort. Émile Zola, en 1977, écrit je ne crois pas à sa descendance. Il emportera le romantisme avec lui comme une guenille de pourpre. Un autre, qui s'appelle Charles la Bête, une littérature débraillée dans tout le monde est là. Jules Lemaitre, qui était un des très très grands critiques littéraires très célèbres à l'époque, académicien, les jeunes poètes se détournent de Victor Hugo et préfèrent le Comte de Lille. Entre parenthèses, personne ne connaît plus le Comte de Lille et tout le monde connaît Victor Hugo. Albert Thibaudet, qui était un autre très 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 grand critique littéraire à cette époque, Lamartine est beaucoup plus présent que Hugo, alors que Lamartine, vraiment aujourd'hui, que Hugo dans la littérature contemporaine. Et un autre, sa voix n'éveille plus aucun écho, le temps de Victor Hugo s'achève. Voilà. Or, c'est incroyable, parce que aujourd'hui, on est sidéré de cette impression de ces critiques. Pourquoi ? Parce que, au contraire, ce qui nous frappe dans Victor Hugo, c'est à quel point il est présent, c'est à quel point il est actuel. Je vous disais à quel point il est d'aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous en donner un exemple pour montrer qu'en fait, il est toujours d'actualité. Je vais vous en donner un exemple. Je vais vous lire un extrait de quelqu'un qui parle de Victor Hugo. Alors, je vais vous le lire. Victor Hugo, il a désarmé toutes nos défenses. Il a forgé l'arme absolue, l'arme de destruction massive, l'amour qu'il porte à tous les assassins, à tous les déviants, en quoi il a fait trembler sur ses bases une société française déjà bouleversée par la Révolution. Il n'a pas seulement perverti les esprits juvéniles et désarmé la société en rendant la peine de mort illégitime, il a rendu également illégitime toute sanction. En faisant des criminels des victimes, il a fait des victimes des criminels. Inversion accusatoire qui est la cause de l'ensauvagement d'une jeunesse délinquante aujourd'hui. Le rêve christique de Victor Hugo, hérésie condamnée par l'Église, le rêve christique, est devenu notre cauchemar. Eh bien, ça a été écrit il y a 1 an et demi, et c'est le livre d'Éric Zemmour. Mais en même temps, c'est un hommage. Parce que ça veut dire qu'on peut parler de Victor Hugo il y a 1 an et demi exactement comme s'il était présent, comme s'il était là, comme s'il était un adversaire politique. C'est très rare qu'on puisse se déchaîner aujourd'hui avec une telle vigueur contre quelqu'un qui est mort quand même il y a un siècle et demi. Donc vous voyez, je crois que c'est le meilleur exemple pour montrer qu'il est d'aujourd'hui et il est presque notre contemporain. Et en effet, je vous disais qu'il n'a jamais été autant d'actualité. Il y a des textes de Victor Hugo, on a l'impression que
qui parle, ou il critique l'intervention de Napoléon, par exemple, au Mexique, on a l'impression qu'il parle de l'intervention américaine en Irak, la deuxième intervention américaine en Irak. On cite toujours, à chaque fois qu'il y a un débat sur l'Europe, on cite Victor Hugo, qui est le premier à avoir parlé des États-Unis d'Europe. Il y a des textes incroyables sur l'écologie. En même temps, il y a des textes où on a l'impression qu'il critique le néolibéralisme, et il y a des textes terribles où il critique le communisme ou le gauchisme. Mais on a l'impression que c'est d'aujourd'hui, qu'il parle de la vie politique d'aujourd'hui. Un jour, j'étais dans le métro, il y avait un type qui lisait un texte. Et alors, il y avait des gens que ça leur plaisait beaucoup, ils rigolaient, et d'autres qui étaient très gênés, parce que tout le monde croyait qu'il s'agissait de Sarkozy, que c'était un texte contre Sarkozy. Mais en fait, il lisait un extrait de Napoléon le Petit de Victor Hugo. Donc, vous voyez qu'il y avait une force d'actualité incroyable. Et d'ailleurs, récemment, il y a le Figaro qui m'a interviewé sur Victor Hugo. Ils m'ont posé une question extraordinaire parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'ils auraient posé ça à propos de Lamartine ou de Le Comte de Lille. Ils m'ont dit « Qu'est-ce que Victor Hugo aurait pensé de l'affaire Benalla ?» Simplement, de quel Victor Hugo s'agit-il quand je dis qu'il est d'actualité? Car l'intéressant, et ce qui est unique dans le cas de Victor Hugo, c'est qu'il y en a deux. Enfin, c'est le même, mais c'est le même qui s'est complètement transformé, complètement métamorphosé. Hugo, en 1847, il a 45 ans, c'est pas un jeune homme, et il est très connu. Il est au fait de sa gloire. Il a écrit Notre-Dame de Paris, vous en parliez, mais il a écrit Hernani, Ruy Blas. Il a écrit des poèmes tout à fait mythique. C'est un mondain, enfin, il est très riche, il est déjà assez riche, peut-être pas très riche, mais il va devenir très riche, mais il est assez riche. C'est un mondain, il est de tous les dîners en ville, il court après les décorations, il court après les postes officiels, il est reçu au palais par le roi, il est d'ailleurs assez conservateur bon teint. Il vient plutôt de l'extrême droite dans sa jeunesse, ultra-légitimiste. Là, il est devenu une sorte de conservateur bon teint. Il n'écrit plus, parce qu'il considère que ça y est, il est arrivé, qu'il n'a plus besoin d'écrire. Ou plus exactement, quand même, il sent qu'il commence à être dépassé. Il y a toute une nouvelle génération d'écrivains. Georges Sand qui écrit des romans sociaux. Georges Sand, par exemple, ou une femme qu'on a un peu oubliée, qui s'appelle Marie Dagou, qui écrit des romans sociaux très populaires. Et Marie Dagou, c'est une histoire formidable parce qu'elle a épousé Liszt et ils ont eu un enfant, une fille, et elle a épousé Wagner. Quand même extraordinaire. Et d'ailleurs, c'était la femme de Wagner qui, elle, est devenue ensuite une admiratrice d'Hitler, en passant. Et donc, il est un peu dépassé. Et dit non, je vais montrer que je suis encore de mon temps. Et donc, il se met aussi à écrire, il commence à écrire, je vais écrire un roman social, parce que c'est vraiment la grande mode, on est à la veille de la Révolution de 48, je vais écrire un roman social. Et il commence à écrire un roman qui s'appelle Les Misères. Mais il n'y arrive pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y arrive pas. Il peine, il donne à Juliette Drouet, qui est un peu sa secrétaire, il lui donne, bon, mais on sent qu'il n'y arrive pas. Il va y arriver plus tard, dans une autre situation, mais il peine, il n'y arrive pas. Et puis, une des raisons aussi peut-être pour lesquelles il n'écrit plus, alors d'abord, il est membre de la Chambre des Pairs. La Chambre des Pairs, il s'est fait élire à la Chambre des Pairs. Chambre des Pairs, c'est là où il y a les princes, les archiducs, les comtes, etc. Lui, il n'est rien du tout. Et donc, il a réussi à intriguer pour se faire nommer vicomte. Tout le monde sait qu'il n'est absolument pas vicomte. De se faire nommer vicomte pour être à la Chambre des Pairs. Sûrement, tout le monde rigole. Toute la jeune génération qui l'admirait, Hernani, etc., a dû quand même intriguer pour se faire nommer vicomte, pour pouvoir, dans cette espèce le Sénat à côté, c'est quasiment une chambre de gauchistes par rapport à la Chambre des Pairs. Et donc, pour se faire nommer à la Chambre des Pairs, donc sa popularité vacille quand même dans la jeune génération. Et puis, lui arrivait quand même un certain nombre de choses. C'est que, d'abord, il a eu un drame. C'est que sa fille qui s'est noyée à Villequier, et ça a été très douloureux pour lui. Et puis surtout, il a eu une affaire ridicule, parce que Victor Hugo,
Et tout le monde sait qu'à côté de sa femme, il avait une maîtresse officielle, Julie Drouet, mais il avait aussi des maîtresses non officielles. Il était très large. Entre autres, il en avait une qui s'appelait Léonie. Et alors, cette Léonie avait un mari. Et ce mari n'appréciait absolument pas. Il aurait pu dire, c'est formidable, j'ai une femme qui couche avec Victor Hugo, quel honneur. Non, pas du tout. Et donc, il porte plainte pour adultère. À l'époque, on pouvait porter plainte comme adultère, comme vous le savez. Et alors que Victor Hugo est dans une chambre avec cette Léonie, tout à coup, la police frappe, toc, 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 police, constat d'adultère. On est obligé d'ouvrir. Alors, l'histoire ne dit pas s'il est en chemise de nuit ou totalement à poil, c'est l'un ou l'autre. Mais dans les deux cas, pour s'en sortir, il met son écharpe de membre de la Chambre des pairs et il dit « Je suis inviolable ». Peut-être qu'il est violeur, mais il est inviolable. Et il sort avec son écharpe de la Chambre des pairs, etc. Mais elle, on l'a mis en prison, en revanche. C'est pas terrible comme image. Il est totalement ridicule, on se fout de sa gueule partout. Donc, c'est pas très bon pour lui. En plus, il a fait sa dernière pièce, quelques années avant, a été un four total, ça s'appelait Les Burgraves, et ça a été un échec absolument total. Et donc, tout ça, on sent que ça l'ébranle. En plus, il est membre de la Chambre des pairs. À la Chambre des pairs, à cette époque, il y a des scandales. Alors, l'affaire Benalla, à côté, c'est rien. Un nombre de scandales absolument extraordinaires. Il a un collègue, il est assis à côté de lui, qui s'appelle le duc de Choiseul-Praslin. Et ce duc de Choiseul-Praslin, un jour, paf, on apprend qu'il a tué sa femme de 16 coups de couteau. Alors, un, encore, on aurait accepté, ou deux, mais 16. Ou d'autres qui sont arrêtés pour corruption. Enfin, il y a des scandales, alors que c'est normalement la Chambre des pairs, c'est quand même prestigieux. Pratiquement, ça devient un fourgon de police. On les met tous en tôle ou pour crime ou pour corruption. Et puis, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'il est invité, comme il est un personnage du monde, il est invité au mariage du duc de Montpensier, qui est la famille du roi, donc de Louis-Philippe. Et c'est un truc prestigieux, c'est je sais pas où, je crois que c'est dans le bois de Vincennes ou je sais pas où, avec des tentes formidables, du luxe, il y a toute la noblesse, etc., des gens habillés, bien habillés, bref. Puis le soir, quand ils rentrent vers minuit à Paris, les carrosses, le peuple est massé au bord des routes, silencieux, mais en jetant des regards de haine. Et il traverse ce peuple qui jette des regards de haine à ces gens bien habillés, riches, etc., qui viennent du mariage de Montpensier. Et là, il écrit un texte très intéressant. C'est un texte où il prend conscience qu'il y a quelque chose, que tout à coup, il y a une espèce de rupture, de cassure dans la société, qu'il y a eu une haine de classe qui est en train de se développer. Mais en même temps, il a la trouille, parce qu'il est du côté de la société que les gens détestent et remettent en cause. Donc à la fois, il comprend qu'il y a quelque chose, il comprend que quelque chose monte, il comprend la raison qui font qu'une colère monte, et en même temps, il se sent agressé parce qu'il se sent du côté des nantis, des privilégiés. Et c'est dans cette situation-là, et d'ailleurs il fait des rêves, il raconte ses rêves, je ne comprends pas comment, parce que moi je serais incapable de me souvenir tout entier d'un rêve. Vous y arrivez, vous? Toute une histoire d'un rêve? Lui, alors, il raconte ses rêves comme s'il se souvenait absolument de tout. Et il fait, à ce moment-là, beaucoup de rêves où il rêve d'une révolution, d'une colère qui renverse tout, qui détruit tout, mais qui l'angoisse en même temps. Et c'est dans cette situation qu'éclate la révolution de février 1848. Et pour lui, c'est très frappant, tout s'écroule, c'est son monde qui s'écroule. Et ça lui fait peur. D'abord, il voit des drapeaux rouges, ça ne le rassure pas. Tout le monde se rallie à la Révolution et à la République. Tout le monde se rallie. Même ceux qui seront ensuite les monarchistes les plus purs, là, tout le monde se rallie, sauf lui. C'est intéressant, c'est qu'il est un des rares, parce que souvent, on présente Victor Hugo, et le fait qu'il a évolué beaucoup, comme une sorte d'arriviste qui se rallie à tout à mesure que les choses évoluent. Mais c'est absolument pas vrai. Là, il est tout à fait clair que tout le monde se rallie à la République et en remet. Par exemple, Baudelaire,
qui en vérité est très, très à droite, en fait, politiquement, se rallie à la République et fait des articles gauchistes dans la presse, enfin, il en remet, si vous voulez. Voilà. Lui, il ne fait pas ça, et il est quand même un des rares qui dit, non, moi, je reste fidèle à la monarchie, j'étais monarchiste hier, je suis monarchiste aujourd'hui, il se rallie à la duchesse d'Orléans, donc il faut une régence de la duchesse d'Orléans, et d'ailleurs, là où il habite, qui est à Place des Vosges, à un moment, il y a des révolutionnaires, des insurgés qui arrivent, qui le voient et qui disent « Monsieur Victor Hugo, criez vive la République !» Et il y a même 2 ou 3 qui le visent avec des fusils. On va vous tirer dessus si vous ne criez pas vive la République. Et là, il refuse. Il dit « Non, moi, j'étais monarchiste hier, je ne vais pas devenir républicain aujourd'hui. » Et il refuse de crier « Vive la République !» Et il y a un type qui commence à le mettre en jeu, et il y en a un autre qui abaisse son fusil en disant « Non, 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 respect aux grands hommes. » Donc voilà un peu cette situation de Victor Hugo. Je veux dire, c'est clair que son monde s'écroule. D'ailleurs, il va se faire élire député, il va se présenter sur les listes de droite. Alors, faut bien comprendre, quand on dit la droite à l'époque, c'est les monarchistes. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui gauche et droite républicaine. Tout le monde est à l'époque. Et non seulement c'est des monarchistes à droite, mais c'est souvent des monarchistes légitimistes. C'est-à-dire les orléanistes, c'est le centre-gauche. C'est le centre ou le centre-gauche. Donc la droite, c'est vraiment... Mais c'est des monarchistes qui font semblant de s'être alliés à la République. C'est ce que je vous dis, lui étant une exception. Et c'est le parti de l'ordre. Et donc il se présente sur les listes du Parti de l'Ordre. Il est député donc de la droite, du Parti de l'Ordre. Il vote d'ailleurs absolument comme vote la droite. En particulier, vous savez que la Révolution de 48 institue des ateliers nationaux. C'est-à-dire, on fait des travaux à Paris pour les chômeurs, on engage les chômeurs et pour une petite somme, petit salaire, on les fait travailler sur des chantiers. Et naturellement, il y a un certain nombre de gens, et en particulier la droite, qui n'a pas tort d'ailleurs en l'occurrence, qui trouvent que c'est absurde, ça ne sert à rien, ils font des trous, ils rebouchent les trous, ils refont les trous, ils rebouchent les trous. De toute façon, c'est des salaires qui ne permettent pas tellement bien de vivre. Bref, la droite critique beaucoup les ateliers nationaux, et lui aussi les critique beaucoup, et il vote pour la dissolution des ateliers nationaux, ce qui va provoquer les journées de juin 48. C'est-à-dire, il y a eu la révolution en février, révolution républicaine, et en juin 48, la masse ouvrière va se révolter. C'est la première vraie révolution, tentative de révolution ouvrière de l'histoire, sur des thèmes à l'époque d'extrême gauche, c'est-à-dire République sociale, et l'Assemblée vote le fait que demande aux députés d'aller au-devant des insurgés pour les convaincre de cesser leur insurrection, de déposer les armes. Et Victor Hugo est volontaire. Et Victor Hugo est de ceux qui va, et très courageusement d'ailleurs, il va au-devant des insurgés, il essaye de les convaincre de déposer les armes et d'arrêter leur insurrection. Et d'ailleurs, quand l'insurrection va être écrasée, totalement écrasée par le général Cavaignac, la répression, ça ne va pas être aussi radical que la répression de la Commune, mais la répression va quand même être très brutale. Et Victor Hugo est un de ceux qui va s'opposer à la répression. Alors cela dit, il s'oppose à la répression d'autant plus que d'abord, profondément, il est contre l'idée il fallait réprimer. Il est absolument pour qu'on réprime cette révolution. Hein, il ne le cache pas. Mais en revanche, qu'ensuite, faut faire preuve de tolérance, d'indulgence, et qu'il est contre la répression outrancière. Il est d'autant plus contre la répression qu'à l'époque, il n'est pas républicain encore, et c'est la République qui réprime. Donc ça lui permet d'être en même temps généreux et en même temps de faire la critique de la République, parce que c'est la République qui réprime. Il y a de nouvelles élections, et alors il se passe quoi ? Comme il y a eu la révolution de 48 et qu'ensuite l'extrême gauche a essayé de faire une deuxième révolution, il y a du désordre, beaucoup de désordre. Ça fait peur. Et il se passe quoi ? Il se passe ce qui s'est passé en mai 68 en France, c'est que c'est la droite qui gagne. Quand l'extrême gauche se déchaîne, c'est toujours à la fin la droite qui gagne. C'est une loi de l'histoire, mais on ne la retient jamais. Hein ? Et d'ailleurs, on est en train de revivre ça un peu, parce que la seule chance que Macron a vraiment de gagner des élections, c'est grâce aux Gilets jaunes
qui sont quelque part ses complices objectifs. Ça le sauve. Les Gilets jaunes est en train de sauver Macron, on le voit dans les sondages. Mais c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire l'excès de l'extrême gauche et la révolution et les désordres permet à la droite de gagner largement les élections, très largement, et donc d'arriver au pouvoir. Et donc Victor Hugo est réélu comme député de la droite, mais en même temps il est du côté de l'ordre cette fois, il est du côté du pouvoir. Et alors c'est là où il va se passer quelque chose. Quand il y a des réunions de groupe, hein, et comme il est député, il se réunit avec son groupe parlementaire. Or, ils avaient mis des affiches, donc le Parti de l'Ordre, en disant leur programme, défendre la liberté, défendre la propriété, etc., et lutter contre la misère. Ça ne mange pas de pain. Personne n'a jamais fait une élection en disant je suis pour la misère et je veux renforcer la misère. D'ailleurs, j'ai toujours pensé qu'une idée est intéressante que si l'idée inverse peut être développée. Pensez à ça. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous faire élire en disant que dire je vais baisser les impôts, finalement, personne ne savait dire en disant je vais augmenter les impôts. Donc. Et alors, il leur dit, à un moment, il dit, dites-moi, sur nos affiches, là, on avait dit qu'il fallait prendre des mesures, essayer de faire reculer la misère. Et alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Quand est-ce qu'on fait des propositions? Alors les types le regardent, les autres députés, ahuris. Il dit, mais attendez, de quoi vous parlez là? Je dis, on a dit sur nos affiches, qu'on va faire contre la misère. Non, mais on ne peut rien faire contre la misère. La misère, il y en a qui disent c'est Dieu qui l'a voulu, l'autre c'est l'ordre social, on ne pourra jamais éteindre la misère, c'est pas possible. Il dit, mais on l'a dit sur nos affiches. Non, mais attends, comprends pas quand même ce qu'on dit sur les affiches, c'est pour le faire. Quand même, d'une naïveté confondante. Une chose est de faire une propagande électorale pour être élu, autre chose c'est de gouverner. On ne va pas faire ce qu'on dit, c'est pas... Et lui, il a un côté naïf, enfantin. Ah bon? On l'a dit, on ne voulait pas le faire? Ah, c'était pas... Et on sent qu'il est extrêmement troublé. Et quand vient une proposition au Parlement d'un certain nombre de députés indépendants qui disent qu'il faut prendre des mesures contre la misère, eh bien oui, il monte à la tribune, il fait un discours, son premier grand discours en vérité, parce qu'il était très mauvais orateur jusque-là. C'était lénifiant, banal, etc. Et même ce discours-là n'est pas terrible, mais... Quand même, on sent qu'il ose des choses. Il parle de cas qu'il connaît, de gens très pauvres qui ont du mal à finir à bouffer, à manger. Alors, il a tendance d'ailleurs à prendre comme exemple moins des prolétaires ou que des artistes. Des artistes qui vivent dans la misère totale, etc. Bon. Et donc, il plaide pour qu'on prenne des mesures contre la misère. Et là, dans son propre camp, c'est-à-dire le camp de la droite monarchiste, comment il y a des murmures hostiles. On se moque de lui, un peu. Pas énormément, parce il est de ce parti-là, mais on commence à se moquer, de lui. Et alors, c'est intéressant, d'abord parce que c'est le processus qui va le faire évoluer. Tout à coup, il ne comprend pas, quoi. Surtout, il n'avait pas bien saisi que la droite monarchiste était devenue républicaine, mais que c'était une ruse. Croyait qu'elle était vraiment devenue républicaine. Non, là, il se rend compte qu'en vérité, ils sont restés monarchistes. D'ailleurs, ils le disent maintenant qu'ils sont majoritaires. Et puis surtout qu'ils n'ont pas une conscience sociale très forte. Mais surtout, pour la première fois, il se heurte à des murmures hostiles, à des interjections absolument moqueuses. Et il y a un déclic. C'est que... il ne faut pas oublier que Victor Hugo est un dramaturge. C'est le dramaturge du théâtre romantique, du mélodrame romantique. Hernani, Ruy Blas, avec des coups de théâtre, des passions, des hurlements. Enfin, c'est Shakespeare adapté à la France. Et tout à coup, il comprend qu'un débat parlementaire, ça peut être un mélodrame romantique. Ça peut être une pièce de théâtre. Qu'on peut concevoir le débat parlementaire comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses, préparer un certain nombre de choses qui vont provoquer des réactions qu'on souhaite, préparer la réponse à la réaction, puis des réponses à la réaction,
profiter de la rumeur, du bruit, du désordre que l'on crée. Enfin bref, vraiment l'organiser comme une pièce de théâtre romantique. D'ailleurs, on a retrouvé un brouillon de lui, des notes pour un discours parlementaire postérieur. Et il écrit une phrase. Donc c'est avant de le prononcer. Il écrit une phrase. Alors un truc très tranchant, comme ça, qui frappe, qui fouette. Alors il écrit, il apprend par cœur, il écrit la formule. Puis ensuite il écrit murmure sur tous les bancs. Et il écrit je suis étonné de ces murmures auxquels je l'avoue, je ne m'attendais pas. Mais ça, c'est écrit avant. Donc vous voyez à quel point il le construit comme une pièce de théâtre. Absolument. Et là, alors, peu à peu, il va devenir un énorme orateur. Sur cette base-là, ce que personne n'avait jamais fait, en ayant cette idée-là, en construisant l'art oratoire sous cette forme-là, c'est-à-dire en faisant un mélodrame romantique quelque part, il va devenir vraiment un orateur. Et le tournant, ça va être d'ailleurs un projet de loi. Donc, ils ont la majorité, la droite interdite, qui est la loi, c'est très célèbre, c'est la loi Fallou. C'est-à-dire qui confie l'enseignement à l'Église. Alors que même les orléanistes du temps de Louis-Philippe, non, il y avait la défense d'un enseignement laïque. L'Église joue un rôle, mais et là, c'est vraiment, on confie l'enseignement à l'Église. Et là, bon, le Victor Hugo intellectuel est révolté par cette loi Fallou, et c'est là, la première fois, alors là, que ça va... que les formules claquent, et alors là, il est hué à droite, alors qu'il est de ce camp-là, et du coup, il est applaudi à gauche, en réaction. Donc on sent qu'il se passe quelque chose. Et il va ensuite intervenir pour défendre, parce qu'il y a un projet de réduire le suffrage universel, d'empêcher un certain nombre de gens de voter. Il intervient là très contre, de réduire la liberté de la presse, il intervient contre, et ça débouche sur un débat en 1850 où il combat une réforme constitutionnelle qui était faite en vérité pour faire élire Napoléon III. Et c'est voilà. Et ce débat sur la réforme constitutionnelle est très intéressant parce que d'abord c'est le premier, alors où il y a une formule où il dit, et là ça va faire hurler les députés, enfin les députés bonapartistes, il dit et quoi après Augustule, après Napoléon le Grand, Napoléon le Petit. Bon, ça fait hurler. C'est dans ce débat-là qu'il dit bientôt, un jour, face aux États-Unis d'Amérique, surgira là, sur notre continent, quelque chose qui sera les États-Unis d'Europe. Alors on le cite toujours comme quelque chose d'apparemment prémonitoire. C'est vrai et faux. Vrai parce que personne n'avait jamais prononcé ce mot d'États-Unis d'Europe. Faux parce qu'il n'y a toujours pas les États-Unis d'Europe. Et je ne crois pas que c'est demain que, hélas, on construira les États-Unis d'Europe. Mais enfin, et alors, quand vous voyez le débat parlementaire, j'ai oublié, vous croyez que... Alors, je vais empêcher que ça se reproduise. Non, c'est peut-être... Vous savez que Victor Hugo... Aujourd'hui, comme il faisait tourner les tables tournantes, aujourd'hui, il utiliserait les téléphones portables pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'on dit de lui. Je ne sais pas s'il le ferait, mais il croirait qu'on peut le faire. Parce qu'il a cru qu'on pouvait discuter avec des morts, avec les tables tournantes. Et donc, il lit les États-Unis d'Europe. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il ajoute, parce qu'on ne cite pas le reste. Et là, c'est incroyable, parce que c'est là où on voit quelque chose de tout à fait unique dans Victor Hugo. Alors d'abord, il faut vous dire que ce discours-là, écrit pour durer 3 quarts d'heure, va durer 3 heures et demie, tellement il y a d'interruptions, de réponses aux interventions, de troupes, de cris, de hurlements, que les gens s'en vont, reviennent, en fait. Donc il est arrivé à ce qu'il voulait. Il en fait vraiment un mélodrame romantique. Et il y a des témoins qui disent qu'on entend les bruits, les hurlements, jusqu'à la place de la Concorde, de l'Assemblée nationale. C'est une séance absolument homérique. Et il dit, dans ce même discours, il dit d'ailleurs, à ce moment-là,
Ce qui comptera, ce n'est pas le nombre de régiments de cavalerie dans nos armées, c'est la qualité et le prix des produits que l'on exportera ou qu'on importera. C'est le commerce qui primera sur la guerre. Et alors, on creusera un tunnel sous le Mont Blanc, on creusera un tunnel sous la Manche, et on creusera un canal à Panama. Naturellement, les gens sont sidérés. Sidérés. Et tout le monde dit ah Bicêtre, il est fou, apporte ça à la maison de dingue. Enfin, on voit. Et d'ailleurs, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que parmi les députés, et même de droite plus que députés, ministres d'ailleurs, il y a un des hommes les plus intelligents de cette époque, l'esprit les plus lucides de cette époque, c'est Alexis de Tocqueville, le grand théoricien du libéralisme. Et quand Victor Hugo dit ça, quand Victor Hugo est États-Unis d'Europe, quand il dit les canals, tunnels, Tocqueville rigole aussi. Et d'ailleurs, quand Victor Hugo ensuite dira la Pologne retrouvera son indépendance, il rigole, il n'y croit pas. Quand il dit l'Italie se réunifiera, comme elle a été du temps des Romains et aura Rome comme capitale, il n'y croit pas. Et je trouve ça très intéressant. Pourquoi ? On ne peut pas être plus lucide, plus intelligent que Tocqueville. Et c'est Victor Hugo qui a raison. Et pourquoi c'est Victor Hugo qui a raison ? Là, ce n'est pas parce que Victor Hugo est plus intelligent. Peut-être même là, pour le coup, il est moins intelligent. C'est parce que c'est un poète. Et qu'en tant que poète, tout à coup, il dépasse la rationalité du moment, il va au-delà et il est capacité d'imaginer. Il est capacité d'aller au-delà de ce qui apparaît le bon sens immédiat. Et qui, quelque part, il saute par-dessus cette apparence pour imaginer ce qui doit être et ce qui ne peut pas être autrement. Que l'Italie se réunifie, que la Pologne redevienne indépendante et que le commerce prenne l'ascendant sur le conflit guerrier. Et donc c'est un moment formidable de ce débat parlementaire où là on voit apparaître vraiment le vrai Victor Hugo. D'ailleurs, Victor Hugo, dans des textes de cette époque-là, il va en écrire un où il préconise le développement d'une locomotive charrue qui est une sorte de tracteur, et un autre où il préconise la construction d'un appareil avec une hélice sur le toit, c'est-à-dire un hélicoptère. Et il l'appelle d'ailleurs hélicoptère. Il dit qu'il faudrait concevoir des hélicoptères et développer les hélicoptères. Et donc il y a quelque chose chez lui d'extraordinairement prémonitoire, comme ça, de capacité d'anticiper, même sur le plan technique et technologique. Et donc, vous savez ce qui se passe à ce moment-là. Il avait raison de mettre en garde en disant que la réforme de la Constitution, c'était Napoléon III qui voulait prendre le pouvoir, parce qu'en l'occurrence, Napoléon prend le pouvoir. C'est-à-dire qu'il fait un coup d'État. Victor Hugo avait soutenu vous savez que Napoléon III a d'abord été élu président de la République. Victor Hugo avait soutenu Napoléon III comme président de la République. Parce qu'à l'époque, il était dans une situation intermédiaire. C'est-à-dire qu'il commençait à rompre avec la droite, mais pour lui, la gauche, c'est toujours le désordre. Et il voulait un ordre juste, comme disait quelqu'un, qui pouvait représenter un ordre juste. Et Napoléon III, en plus descendant du grand empereur, Napoléon III qui en plus avait écrit un livre, c'était d'ailleurs la seule chose qui l'avait rendu célèbre, qui s'appelait L'extinction du paupérisme. Et on se moquait en disant oui, c'est l'extinction du paupérisme après 7 heures du soir. et donc il avait soutenu Napoléon III. Et puis ce qui l'a fait rompre avec Napoléon III, entre autres, c'est qu'il y avait eu une révolution à Rome. Et ils avaient proclamé la République. C'est Garibaldi qui dirigeait les troupes de cette jeune République. Et le régime, donc Napoléon III, décide d'une intervention militaire pour rétablir le pouvoir du pape, le pouvoir temporel du pape. Personne ne voulait supprimer le pouvoir spirituel du pape. Mais pour rétablir le pouvoir temporel du pape, lequel pape d'ailleurs rétablit tout de suite l'Inquisition. On est quand même au milieu du 19e siècle, c'est un peu retardataire, rétablir. Là, il avait trouvé, ça avait été l'élément de rupture. Alors il y a le coup d'État, donc.
Victor Hugo tente d'organiser une résistance. Il va dans les faubourgs, faubourg Saint-Antoine. Il incite le peuple à faire des barricades. Lui-même commence à arracher des pierres pour faire des barricades. Et les ouvriers ne le suivent absolument pas parce qu'il y a eu l'écrasement de la révolution de juin 48. En plus, les députés s'étaient fait élire, s'étaient fait voter des augmentations de salaire, ce qui les avait rendus très impopulaires. Enfin, les ouvriers ne suivent pas. Finalement, il est mis hors la loi. L'ordre est de l'arrêter. Et il s'enfuit, se déguise. Juliette est absolument formidable. Juliette Drouet se dévoue absolument pour essayer de cacher. On le cache, il va d'un endroit à l'autre, il se déguise, et finalement, il arrive à Bruxelles. À Bruxelles, il fait 2-3 déclarations contre Napoléon III et le coup d'État. On l'expulse. Et c'est comme ça qu'il va à Jersey. Et là, on l'expulse aussi, au bout de quelques temps. Et il va finalement à Guernesey. Or, pourquoi est-ce qu'il va à Jersey et à Guernesey? Il pourrait aller à Londres. Beaucoup des proscrits de l'Empire, ils vont à Londres ou ailleurs, ou rester à Bruxelles en mettant un peu de modération dans ses propos. Pourquoi est-ce qu'il va? Pour une raison tout simple, c'est qu'à ce moment-là, il s'investit totalement à un point qu'on ne pouvait pas imaginer, totalement dans la défense de la cause qui est devenue la sienne, c'est-à-dire la République. Et une République sociale, d'ailleurs, plutôt. Complètement. C'est-à-dire qu'avant, il était un écrivain qui écrivait des romans, des poèmes, etc., et puis qui s'intéressait un peu à la politique. Cette fois, il défend une cause, et il met son talent d'écrivain au service de la cause qu'il défend. Mais la cause transcende absolument tout. Et donc, quand il choisit où aller, il se souvient que qu'est-ce qui a contribué au mythe bonapartiste, à la popularité de Napoléon, c'est Sainte-Hélène. C'est-à-dire, il ne serait pas mort dans une île isolée à Sainte-Hélène, le mythe se serait pas à ce point développé. Et donc, c'est pour défendre mieux sa cause qu'il décide que ça soit une île. Il faut que ça soit une île, comme Napoléon, et une île où, à la fois, comme il est proscrit, il est à l'étranger, mais à la fois, il voit la France. Ou plutôt, il prétend voir la France. C'est parce que je ne suis pas sûr que de Guernesey, on voit vraiment bien la France. Mais enfin, on peut dire on pourrait la voir. Donc, tout est calculé. D'ailleurs, il demande à ses enfants de lui emmener, à l'époque, on est donc en 51, de lui emmener le matériel pour prendre des photos. Les photos, c'est un art qui balbutiant. À l'époque, la photographie. Il demande qu'on lui amène tout un laboratoire. Pourquoi? Parce qu'il comprend à quel point la photographie peut devenir un élément de propagande pour sa cause. Et en effet, il va faire prendre des photos où on le voit sur un rocher, réfléchissant, tout seul, comme un mage, parlant avec Dieu. Il y a même des photos où il dialogue avec Dieu, parce que Victor Hugo avait cette particularité qu'il dialoguait souvent avec Dieu. Et donc on le voit. Et ces photos, il les envoie en contrebande en France. Donc pour soutenir sa propagande. Ce n'est pas des photos de famille pour s'amuser. C'est vraiment pour appuyer son combat. Et on peut comparer au fond Victor Hugo allant à Guernesey. Il est tout seul. Enfin, qu'est-ce qu'il a avec lui? D'abord, le régime à l'époque contrôle tout. C'est-à-dire, tout le monde économique s'est rallié, le monde financier s'est rallié, les journalistes sont ralliés, tout le monde s'est rallié. Il y a quelques proscrits, quelques intellectuels proscrits, quelques révolutionnaires radicaux, mais dans l'ensemble, tout le monde s'est rallié, le régime est solide. Et lui, Victor Hugo, à Guernesey, il y a un certain nombre de proscrits qui sont là, mais c'est vraiment, il fallait voir, hein, c'est des traînes savates. En plus, il y a beaucoup de gauchistes, il n'est pas du tout, qui énervent beaucoup Victor Hugo. Ils font front commun parce qu'ils sont contre l'Empire.
Et donc font front commun contre l'Empire. Mais enfin, ils énervent beaucoup, ils les appellent les pointus. Ils appellent beaucoup Victor Hugo. Donc là, il n'a pas de force, il n'est rien. Or, qu'est-ce qui va se passer? C'est que d'abord, il dit, moi, je suis la France. C'est ridicule, Guernesey tout seul avec quelques... Je suis la France. Ou plus exactement, je suis l'autre France. La France du drapeau bleu, blanc, rouge, la droite des droits de l'homme, la France de la République. Je suis cette France-là. C'est moi. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que peu à peu, ça va prendre. C'est-à-dire, peu à peu, on va dire, oui, il y a deux France. Il y en a une, c'est Napoléon III, c'est le régime, c'est les élites, et puis il y en a une autre, c'est celle de la Révolution française, celle des droits de l'homme, celle du drapeau blanc-rouge, et c'est Victor Hugo. Par exemple, quand Lincoln abolit l'esclavage, il envoie une lettre à Victor Hugo, à Guernesey, comme si c'était un énorme chef d'État, pour lui demander son aval, pour lui demander son soutien dans la lutte pour l'évocation de l'esclavage. L'empereur mexicain, l'empereur du Brésil, pareil, va demander à Victor Hugo son soutien et une lettre de soutien lorsqu'il va lui aussi abolir l'esclavage. Les Garibaldi demandent le soutien de Victor Hugo dans sa lutte pour l'unification italienne. Mieux que cela, et ça rappelle un peu ce qui s'est passé en France au moment de la guerre d'Algérie, quand Napoléon III intervient en Mexique, les révolutionnaires mexicains qui se battent contre les troupes de Napoléon III demandent son soutien à Victor Hugo, et Victor Hugo leur envoie un texte que les révolutionnaires mexicains font lire et font répandre dans l'armée française qui les combat. Ce qui ne rend pas, sur le moment, Victor Hugo très populaire en France, parce qu'on a l'impression que c'est un acte de trahison, mais il fait ça. Or, il y a un autre exemple de quelqu'un qui est tout seul, et qui va, non pas dans une île, ou une grande île qui est l'Angleterre, qui n'a rien avec lui, qui est désarmé, et qui dit « je suis la France ». Et que peu à peu, le monde entier va considérer comme étant en effet la France. L'autre France, la France libre, c'est le général de Gaulle. Et le parallèle entre Victor Hugo à Guernesey disant « je suis la France, l'autre France, celle des droits de l'homme, du drapeau tricolore, etc. » et général de Gaulle, pareil, ayant quasiment personne avec lui, désarmé, etc., allant à Londres et disant « je suis la France ». Et je suis la France libre contre la France opprimée, le parallèle est absolument saisissant. Que Victor Hugo à Guernesey, c'est vraiment le général de Gaulle à Londres. Et dans les mêmes cas, on voit peu à peu se rallier doucement, régulièrement, le monde entier à cette contre-légitimité. Et donc, Victor Hugo à Guernesey va écrire un certain nombre de livres tout à fait extraordinaires, une œuvre, parce qu'il change. Là, il change. Vous savez, quand on parle de métamorphose, il faut bien voir, il change de tête. Si vous voyez la tête de Victor Hugo en 1948 et il change de tête, il calcule la tête qu'il se fait. Il se fait la tête de l'emploi, la tête du combat qu'il mène, avec cette barbe blanche, etc., ses cheveux coupés, enfin, se fait cette tête-là, qui d'ailleurs va le rendre célèbre. C'est cette tête-là qu'on va retenir de Victor Hugo. Il va s'habiller également de façon extrêmement très sobre, etc. Bon, il fait d'ailleurs une chose quand il écrit, parce que son style change aussi. Quand vous lisez des œuvres de 1840, par exemple, une chose qu'on apprenait dans nos écoles, qui s'appelait l'enfant grec. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème, qui se termine par « Je veux de la poudre et des balles ». C'est un poète du 18... Le style, c'est un style du 18e. C'est encore un style du 18e. Et là, tout à coup, quand il va publier, par exemple, Les Châtiments, on n'avait jamais fait ça. Jamais. Jamais on a employé cette violence, ces mots, ces images. C'est tout à coup, ça passe 50 ans, 60 ans. C'est inouï à quel point ça remet totalement en cause. Il casse le verre, il casse l'alexandrin. Et comme je vous dis que tout est calculé pour la cause, à ce moment-là, il fait acheter des bustes de Napoléon III, creux, et il les remplit d'exemplaires des châtiments en petit format, il les envoie en contrebande en France, donc il organise. Parce qu'à l'époque, il y avait 2 espions français à Guernesey
qui devait faire des rapports à Napoléon III régulièrement sur les activités de Victor Hugo qu'il rencontrait, etc. Et en France, il y avait une police spéciale pour combattre l'entrée et la diffusion des œuvres de Victor Hugo en France. Et donc il va, voilà, essayer de faire une œuvre absolument considérable. Il va revenir finalement. Vous savez que on lui propose de revenir. Hein. Il était proscrit, mais la proscription a été effacée. Et c'est lui qui refuse en disant, c'est le fameux poème « S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». C'est-à-dire, je ne rentrerai que si la liberté est rétablie et si la République est rétablie. Or, il se trouve que la République est rétablie d'une façon très hasardeuse, parce qu'on n'aurait pas fait Napoléon III n'aurait pas déclenché la guerre de 70. Peut-être qu'on serait encore sous l'Empire. Bon, enfin, il déclenche la guerre 70, il la perd, c'est la Révolution, et la République est rétablie. Et c'est alors que là se passe quelque chose, moi je trouve ça extraordinaire, personnellement, absolument extraordinaire, et qui est vraiment un problème d'actualité, qui nous renvoie à l'actualité. D'abord, Victor Hugo se fait réélire député, alors là... Alors, d'extrême gauche, mais là aussi, il faut bien comprendre que l'extrême gauche à l'époque, c'est Clémenceau. C'est pas Krivine ou Besancenot. L'extrême gauche, c'est Clémenceau. Donc, républicain pur et dur. Il se fait élire. On vote d'ailleurs, vous savez que la France va signer la paix avec l'Allemagne, et vous savez qu'on va abandonner l'Alsace-Lorraine, entre autres. Il vote contre l'abandon de l'Alsace-Lorraine, contre le fait qu'il vote pour la résistance. Il fait un texte d'ailleurs incroyable. On a l'impression du chant des partisans. C'est vraiment les mêmes formules que le chant des partisans. Il fait un texte pour appeler à une révolte générale, à la guérilla généralisée, au combat des partisans contre les Allemands. Il refuse qu'on leur lâche l'Alsace-Lorraine. Et là, il fait un discours extraordinaire parce qu'il dit très bien, on fait une paix honteuse pour avoir la paix. On va signer une paix honteuse. Et vous croyez que vous avez gagné la paix? C'est une illusion. Parce qu'elle est tellement honteuse, cette paix, et l'abandon d'Alsace-Lorraine. Nous allons vivre en intégrant le désir de revanche. Et nous allons nous préparer à cette revanche. Tout le monde va vouloir se repérer à cette revanche. Et cela va déboucher, je ne sais pas quand, mais sur une nouvelle guerre qui sera bien plus terrible que celle que l'on vient de vivre, bien plus massacreuse que celle qu'on a vécue, qui sera horrible. Et il ajoute, et qui provoquera dans toute l'Europe des révolutions. Il dit, vous me direz que je devrais m'en féliciter, puisque je suis un révolutionnaire. Et en effet, il s'était prononcé pour les révolutions, mais des révolutions contre le régime non démocratique. Hein. Mais il dit, mais à ce prix-là, non. C'est un discours absolument extraordinaire. Et justement, comme il était considéré comme un révolutionnaire, puisqu'il s'était prononcé pour le droit de révolte par la violence contre des régimes dictatoriaux ou non légitimes ou contre des monarchies, quand éclate la Commune, cette révolution qu'est la Commune, les communaires viennent le voir et ils disent, écoutez Victor Hugo, vous êtes des nôtres bien sûr, vous êtes un révolutionnaire, vous l'avez dit, on fait une révolution, vous êtes des nôtres. Et Victor Hugo leur répond, excusez-moi, mais il y a un contresens total. Oui, je suis révolutionnaire, au sens où j'ai préconisé et soutenu toutes les révolutions pour renverser les régimes autocratiques, illégitimes, dictatoriaux, monarchiques. Mais là, on a rétabli la République. On a voté. On a voté librement, massivement. Il se trouve que ceux qui ont gagné ne sont pas mes amis. Il se trouve que ceux qui ont gagné, c'est des monarchistes. C'est la droite monarchiste. Mais là, ce n'est pas une droite monarchiste imposée par la force. Ils ont été élus. C'est les élus du peuple. Excusez-moi, mais moi, je suis contre une révolution qui remet en cause la décision du peuple, même si je regrette cette décision. Je ne suis pas pour une révolution qui veut renverser un régime légitime qui est élu, qui est issu des urnes, même si je regrette que ce soit ça qui soit issu des urnes. Et d'ailleurs, il en parle d'autant plus que lui, il était député, donc minoritaire, puisque la droite a largement gagné,
La droite monarchiste a très largement gagné. D'ailleurs, elle va essayer de rétablir la monarchie. Et vous savez pourquoi on n'y arrive pas? Parce que le roi, le prétendant, il mettait une condition, c'était de renoncer au drapeau tricolore et de rétablir le drapeau blanc. Et ça, on lui dit, attendez, ça, c'est pas possible. Ça, le peuple se révoltera, ça, c'est pas possible. Et comme il y tient, il est un peu buté, et finalement, on attend qu'il meure pour rétablir la monarchie, donc on ne peut pas rétablir la monarchie. Zemmour dit d'ailleurs, je le citais tout à l'heure, une chose qui n'est pas forcément faux, parce que Zemmour, dans son livre, dit qu'il aurait fallu que la France va mal parce qu'on n'a pas rétabli la monarchie à cette époque. Mais il dit une chose qui n'est pas totalement faux, enfin qui n'est pas forcément faux, qui dit finalement c'était un prétexte. Cette histoire de drapeau blanc, c'est qu'en vérité, il ne voulait pas du tout revenir au pouvoir, parce que la France, pour lui, c'est épouvantable, il y a des révolutions tout le temps, c'est des emmerdes, et qu'il était très bien dans l'exil et tout, et que pourquoi il allait se mettre ce fardeau sur la figure, et donc il a pris le prétexte d'imposer le drapeau blanc pour ne pas revenir, ce qui n'est pas impossible. Bon, enfin bref, ça ne se fait pas. Et dans cette chambre, donc très, très royaliste, parmi les députés qui avaient été élus, il y avait Garibaldi. Parce que Garibaldi, qui était vieux, vous vous rendez compte, il était venu mettre son épée au service de la France. Formidable. Avec ses fils. Non seulement ça, mais il avait même gagné une petite victoire. Pas une énorme victoire, mais on n'avait pas gagné beaucoup en 70 des victoires, je peux vous dire. Et donc, il avait gagné une petite victoire. Et donc, les 5 ou 6 régions, parce qu'on pouvait être élu par plusieurs régions à l'époque, l'avaient élu député. Or, la majorité de droite demande son invalidation parce qu'il n'est pas français. Et à ce moment-là, Victor Hugo monte à la tribune, fait un discours tonitruant pour dire il est plus français que vous. Alors, il montre un certain nombre de généraux battus. Il dit excusez-nous, vous avez été battu, etc. Lui, il est venu, il s'est battu pour nous, il a été élu, c'est un meilleur français que vous. Alors, du coup, hurlement, et il y a un député très à droite, d'extrême droite, qui dit monsieur Victor Hugo, vous ne parlez pas français. Et alors là, il est très choqué et il démissionne. Démissionne du Parlement. Et donc il leur dit, vous voyez, vous pouvez pas, moi aussi je déteste cette majorité, je la déteste, j'ai démissionné du Parlement parce que je ne peux pas la supporter, etc. Et qu'elle m'a injurié. Mais elle est élue. Donc battons-nous pour qu'aux prochaines élections on gagne, ce qui d'ailleurs se passera finalement, et pour que les républicains gagnent des élections, mais on ne peut pas par la force renverser un gouvernement légal élu par les électeurs. En plus il ajoute, et puis faire une révolution au vu, au su de l'ennemi, alors que l'ennemi est là, qu'on est en guerre, c'est quelque chose que, en tant que patriote, mais profondément insupportable. Profondément insupportable. En plus, il n'y a aucune chance. Vous faites la révolution parce que vous êtes majoritaire à Paris, mais la France est contre vous, la France agricole est contre vous, la France rurale est contre vous. Et donc c'est une folie. Il est de bon ton, à gauche, de dire « Ah, Victor Hugo ne s'est pas rallié à la Commune, etc. » Mais il avait raison. Profondément, quand on analyse son raisonnement, il avait totalement raison. Ensuite, c'est tout à fait vrai que les communards c'est horrible, la répression des communards, mais entre-temps, ils avaient fait quelque chose qui était également horrible, c'est qu'ils avaient arrêté des otages, c'est-à-dire par définition des gens innocents qu'on choisit au hasard, en particulier des évêques, etc., et ils les avaient fusillés en riposte aux attaques des Versaillais. Et Victor Hugo était indigné. On ne peut pas prendre des otages, fusiller des otages, c'est quelque chose totalement insupportable. Et ils avaient également détruit un certain nombre de maisons à la colonne Vendôme, sous prétexte que c'était napoléonien. Il dit, mais attends, détruire des monuments, c'est un truc de barbare. Bref, il est de plus en plus contre la Commune. Mais comme il n'est pas non plus favorable à l'Assemblée de Versailles, il s'en va à Bruxelles. Et il repart en exil, il repart à Bruxelles. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que finalement la Commune est écrasée, écrabouillée, qu'il y a une répression épouvantable, absolument épouvantable. Et à ce moment-là, il va être le seul à prendre la parole pour défendre les vaincus, pour essayer de se battre pour l'amnistie des vaincus. Un par un, il va les défendre. Un par un, il va se battre contre la répression pour qu'ils ne soient pas exécutés. Or, c'est tout à fait exceptionnel, alors qu'il était contre, parce que tous les écrivains, George Sand, qui se définissait comme communiste en 1948, elle demande une répression impitoyable. Impitoyable.
Émile Zola, qui ensuite va évoluer, comme vous le savez, demande une répression impitoyable. Anatole France, qui va adhérer au Parti communiste en 1921, demande une répression impitoyable. Le seul intellectuel célèbre, parce que Jules Vallès n'est pas connu à l'époque, ou Rimbaud n'est pas connu encore, le seul intellectuel connu de l'époque qui se lève pour défendre, condamner la répression, essayer d'arracher à la mort un certain nombre de communards, c'est Victor Hugo. Et il va soulever contre lui une haine inimaginable. Inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer la fureur des journaux contre lui à ce moment-là. Il est à Bruxelles, et à Bruxelles, il va y avoir une manifestation contre lui, où ils vont jeter des pierres sur sa fenêtre, etc. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que qu'est-ce que c'est? Ce qui est formidable dans un écrivain, par exemple, Defoe, celui ou Cervantes, par exemple. Ce qui est formidable dans Cervantes, c'est qu'il crée un personnage qui est Don Quichotte. Mais il existe, Don Quichotte. Tout le monde sait comment on peut le reconnaître dans la rue. On sait comment il est, on sait comment il est habillé, on sait quelle tête il a, il est comment son cheval. Si on voit Don Quichotte, on reconnaît Don Quichotte. C'est-à-dire que là, l'écrivain est une sorte de Dieu. Si Dieu a vraiment créé l'homme, l'écrivain est une sorte de Dieu parce qu'il arrive à créer des personnages qui existent, finalement. Et de fois Robinson Crusoe, il existe. On sait comment est son chapeau, il sait comment il est habillé, etc. Victor Hugo est de ceux qui a créé des personnages qui existent. C'est-à-dire Gavroche, il existe. Tout le monde connaît Gavroche. On sait comment est Gavroche, ou Javert, ou même la Esmeralda. Qu'est-ce que crient les gens qui attaquent la maison de Victor Hugo à Bruxelles? Ils crient « À mort Jean Valjean ». Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et finalement, j'arrive à la fin, ne vous découragez pas. J'arrive à ma conclusion. Et finalement, il va écrire encore des œuvres formidables. Peut-être le plus grand livre de Victor Hugo qui s'appelle L'homme qui rit, qui est un roman sublime. 93. On dit souvent que Victor Hugo était manichéen. Il y a le bien, il y a le mal, etc. Encore que c'est plus compliqué que ça, parce que chez lui, par exemple, déjà dans Notre-Dame de Paris, le bien, c'est Quasimodo qui est extrêmement laid. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mélange des deux. Mais dans le roman 93, qui est un très beau roman, vous avez... D'abord, c'est pas manichéen, parce que les deux personnages positifs sont des républicains, mais qui ne sont pas d'accord eux. Il y en a un qui défend la terreur et Robespierre, et l'autre qui est pour l'indulgence humaniste, etc. Donc déjà, il y a une complexité dans le camp dont il se réclame, qui est le camp républicain. Et puis, il y a le méchant, qui est le royaliste, le monarchiste, le vendéen, etc. Or, à la fin du livre, le vendéen est dans un château encerclé par les républicains. Et on met le feu au château. Lui, il se sauve par un couloir, par un souterrain, le vendéen, le chef monarchiste. Et puis le château brûle. Il y a 2 enfants dans le château. Et finalement, le chef vendéen revient pour sauver les enfants et meurt brûlé. Donc, finalement, celui qui a la mort la plus héroïque, c'est le méchant. C'est celui contre lequel est Victor Hugo. Donc, on ne peut pas dire que ce livre simpliste et manichéen. Et quand Victor Hugo va mourir, là, il est redevenu. Entre-temps, les Républicains ont gagné les élections, ils ont repris le pouvoir, la République se développe, et Victor Hugo est un peu alors le mentor. Tout le monde reconnaît, c'est un monument. On ne peut pas imaginer ce que c'est, le monument. Si vous avez les critiques que je vous ai lues, c'est aussi ça. Par exemple, Zola, qui ensuite va devenir un adorateur de Victor Hugo. Mais pourquoi à un moment il va être hostile? Parce qu'il dit il nous cache l'horizon. C'est-à-dire, c'est tellement énorme, tellement considérable, c'est tellement inouï que c'est très difficile de s'imposer pour un écrivain. Et donc il y a ce sentiment-là. Mais c'est une conscience. D'ailleurs, il y a des pogroms qui éclatent en Russie à l'époque, qui commence en Ukraine et qui se développe en Russie. Et Victor Hugo va écrire un texte qui est le premier texte qu'on ait vraiment écrit d'une force incroyable pour dénoncer l'antisémitisme et les horreurs de l'antisémitisme. Au point que lui, qui vraiment représente le progressisme au sens classique,
c'est-à-dire de Condorcet. C'est-à-dire, nous allons vers le progrès, il y a une grande marche, un grand escalier monumental, et chaque marche, c'est un peu plus de liberté, un peu plus d'éducation, un peu plus de bonheur. Voilà, c'est ça. Et tout à coup, il doute. C'est un texte terrible parce qu'il doute. Et il dit, mais attendez, on revient au Moyen-Âge. Et si je m'étais trompé? Et si finalement, non? Si finalement, il pouvait y avoir des régressions, des reculs? Il ne connaissait pas Auschwitz. Il l'aurait encore plus pensé. Donc, il est devenu ce monument, cette référence. Et quand il meurt, d'ailleurs, quand il va pour ses 80 ans, je crois que c'est 80 ans, il y a 100 000 personnes qui vont défiler devant ses fenêtres, avec des fleurs. Etc. Et donc, quand il meurt, il y a ce fameux enterrement, son enterrement. Je dis fameux parce que c'est célèbre par le nombre de gens qui l'ont accompagné. C'est 1 million, 2 millions, enfin on n'avait jamais vu ça. Bon. Et les gens se méfiaient. Le pouvoir était républicain, mais c'était un pouvoir républicain sage. Ils se méfiaient un peu. Donc il ne fallait pas qu'il y ait de débordement, on ne sait jamais. Et donc on avait fait en sorte que d'abord ça se passe un jour non férié. On n'avait pas donné vacances. On avait fait en sorte que le cortège ne passe pas dans les quartiers trop populaires. Lui, il avait demandé d'être enterré dans le corbillard des pauvres. Alors lui, naturellement, on respecte, on met dans le corbillard des pauvres, mais le corbillard des pauvres, on le met dans un truc de marbre. Il y avait naturellement tous les corps constitués, l'Académie, le Sénat, les députés, avec les écharpes, les costumes, tout ça était bon. Tout ça était bien réglé, bien organisé, collé monté, corseté. Bon. Et puis vers le matin, plutôt vers 9, 10 heures, tout à coup, une espèce de rumeur commence à monter des faubourgs ou des banlieues même. Puis on voit arriver des grappes de gens, de famille, le père, la mère, la fille, la cousine, éventuellement la femme de ménage quand il y en a, tout ça. Mais pas du tout habillés pour un enterrement, habillés avec leur habit de travail, et avec des paniers. Et dans les paniers, il y a des rillettes, de la saucisse, des chopines, et des trucs quadrillés pour mettre par terre, etc. Les gens s'installent par terre et commence à boire, à rigoler, à bouffer du saucisson, un truc. On rigole, on se marre, on chante. Comme à l'époque, c'était pas totalement interdit encore, on met un peu les mains aux fesses, pour dire la vérité, d'après les témoignages. Et puis, une atmosphère à la Bruegel, la kermesse de Bruegel. Et le cortège passe dans cette atmosphère inouïe. C'est-à-dire comme s'ils avaient arraché au corps constitué l'enterrement pour faire l'enterrement qu'ils avaient envie de faire pour leur grand homme proche d'eux qui a écrit Les Misérables. Et il se trouve que les prostituées aimaient beaucoup Victor Hugo. Ça aurait pu être pour sa vie sexuelle extrêmement débridée, mais en l'occurrence, il se tapait absolument tout ce qui passait, mais pas les prostituées. Les femmes de ménage, les lingères, mais pas les prostituées. Mais les prostituées aimaient beaucoup Victor Hugo parce que dans Les Misérables, le personnage de Fantine est la première fois où une prostituée n'est pas décrite comme un déchet de l'humanité, mais comme une victime de l'oppression sociale. C'était quelque chose d'absolument nouveau. Et donc, elles le savaient tous, et elles étaient très reconnaissantes, Victor Hugo, de ça. Et donc, il était arrivé de partout, les prostituées étaient venues, entre autres, parmi les millions, à l'enterrement. Et une fois que le cortège est passé, il y a eu un phénomène spontané assez bizarre, que ça a commencé 1, 2, 3, 10, de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour notre grand homme, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y en a, elles ont commencé à s'offrir gratuitement. Mais s'offrir gratuitement, 1, 2, 10, là. Mais du coup, des jeunes femmes tout à fait du monde, convenables, se disent ah bon, ben, ça se fait ce soir, ça fait une façon. Et donc tout à coup, il y a eu un phénomène d'entraînement et ça a débouché sur une partouze généralisée. On s'est mis à baiser dans tous les coins, sur les parterres, dans les bois, sur les pelouses, etc. Ça a été gigantesque, une orgie gigantesque. D'ailleurs, il y a plusieurs écrivains qui ont dit que 9 mois après, beaucoup d'écrivains potentiels sont nés. Et quelque part, je trouve ça formidable, parce que, compte tenu de ce qu'était Victor Hugo, sa sensualité profonde, sa propre vie, peut-être c'était le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre. Merci.
Alors, je vous confirme que nous terminons bien en beauté ce cycle des entretiens d'ici, avec une vision assez originale de Victor Hugo. Et je retiens ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Comme poète, il dépasse les rationalités du moment pour imaginer ce qui doit être. Et je trouve que voilà, c'est un bel hommage rendu, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser, peut-être, où tout semblait clair et complet. Tout semblait clair et complet. Il m'agace un peu, Victor Hugo, parce que... Bronchez un peu, là. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, Victor Hugo, géant de la poésie, mais je crois que quand il était encore en France en 1848 ou 50, il avait demandé à être ministre à Napoléon III, qui n'a pas accepté. Du coup, bon, il y a eu une hargne contre Napoléon III, et après, toute la Troisième République, enfin, il a tapé sur Napoléon III, qui a quand même été un grand dirigeant de la France, et qui a fait beaucoup de bien. Il y a quand même eu, il a relevé quand même la France au moment de l'Empire autoritaire. Ensuite, on a eu l'Empire libéral, où c'était quand même pas une dictature, puisqu'il y avait quand même une chambre qui existait. Voilà ce que je voulais dire, ce Victor Hugo, qui est quand même un poète génial, bien que ses romans m'ennuient un petit peu, mais... Non, il y a du vrai dans ce que vous dites. Alors, le fait que il voulait être ministre, qu'on lui a refusé, ça, c'est pas vrai. C'est l'inverse. C'est-à-dire que Napoléon III rêvait d'avoir Victor Hugo comme ministre. Victor Hugo, à un moment, était tenté. Il l'avait soutenu, donc était tenté. Et quand il y a eu la rupture, il a refusé et il n'a pas voulu être ministre. Alors, naturellement, ses adversaires ont dit tout ça, c'est parce qu'il voulait être ministre, etc. Mais c'est pas vrai. En revanche, votre deuxième remarque est juste, en partie juste. C'est-à-dire que on a très longtemps, on a eu de Napoléon III la vision ce qui montre d'ailleurs la force de Victor Hugo, c'est que c'est Victor Hugo qui a gagné son duel. C'est Victor Hugo qui a réussi à imposer sa haine, sa vision absolument négative de Victor Hugo, de Napoléon III. Il a gagné ce duel. Alors que c'est plus complexe que ça, et qu'il y avait, sous Napoléon III, en particulier sur l'industrialisation de la France, progrès de l'industrialisation, il y a eu des éléments positifs. Ce qu'il faut bien voir, d'ailleurs, vous dites que ce n'était pas une dictature, c'était un régime libéral. C'était une dictature au début. Quand Napoléon III a pris le pouvoir, pendant 10 ans, c'était une dictature implacable. Mais après, il y a eu ce qu'on appelle l'Empire libéral, et peu à peu, en effet, ça s'est ouvert. Et d'ailleurs, il y avait un Parlement, il y avait une opposition, il y a même des amis de Victor Hugo qui ont réussi à se faire élire au Parlement. Et là, vous avez raison. Et là, Victor Hugo restait absolument implacable en disant si la République ne revient pas, je n'y vais pas. Mais vous n'avez pas tort. La force de pamphlétaire de Victor Hugo l'a emporté sur éventuellement la nuance qu'on pouvait avoir, à savoir que d'un côté, oui, c'était un coup d'État, parce que l'obsession de Victor Hugo, c'est la prise de pouvoir par un putsch, par un coup d'État. Et le fait que tout n'est pas aussi unilatéralement noir et affreux dans le règne de Napoléon III. Sauf en politique étrangère, où là, c'est une catastrophe. Parce que entre l'intervention en Chine, entre la guerre de Crimée, entre la truc le plus fou qu'on ait jamais fait, qui est l'intervention, quand même, intervention au Mexique pour y imposer un empereur autrichien, aux Mexicains. Il faut quand même le faire. Plus le déclenchement de la guerre de 14, alors que vous savez que c'est Bismarck qui le souhaitait, qui a manipulé Napoléon III pour déclencher. Là, en politique étrangère, c'est l'échec total. Mais en politique économique, industrielle, financière, sociale, il y a eu des avancées sous Napoléon III. Et puis, il y a eu une grande avancée sous Napoléon III, c'est Offenbach. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Oui. Ça marche.
Donc, donc j'ai été très intéressé effectivement par vos propos, comme toujours, parce que c'est toujours très intéressant et on ne se lasse pas de vous écouter. Ce qui m'étonne, c'est effectivement la popularité de Victor Hugo. C'est quel est le mécanisme qui a permis à Victor Hugo de devenir aussi populaire de son vivant. Vous avez voulu faire un parallèle avec le général de Gaulle, c'est même pas la même époque. Il n'y a pas la radio, les médias n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Comment est-ce que c'est Victor Hugo qui a construit sa popularité? Est-ce qu'il y a eu des relais dans le monde politique pour que Victor Hugo, effectivement, au moment de ses obsèques, soit devenu le personnage populaire que l'on connaît? Alors, pendant qu'il était en exil à Guernesey, comme je vous l'ai expliqué, il considérait que sa popularité faisait partie de son combat. Et donc, il a tout fait pour soutenir cette popularité. Il s'est fait la tête de l'emploi, comme je vous ai dit. Il a fait prendre des photos pour se donner une aire de mage. Donc là, c'était pas du narcissisme, parce qu'il avait peu besoin de ça. Franchement, Victor Hugo était déjà très célèbre. Mais il a voulu augmenter son image de mage républicain défendant une cause. Mais... attention, je vous ai dit tout à l'heure, et quand il revient, formidable, Napoléon III est sorti, il est le vainqueur, on va toujours au-devant du vainqueur. Mais au moment de la Commune, son attitude à la Commune, vous n'imaginez pas son impopularité. J'ai oublié un élément d'ailleurs. Quand il est élu, quand il revient, il est élu triomphalement avec 300 000 voix à Paris, et après l'histoire de la Commune, quand il défend la Commune, comme il a démissionné à cause de Garibaldi, il se représente. Et là, il est battu, écrasé, avec, je crois, 70 000 voix. Et il dit, j'étais très heureux des 300 000 voix, mais des 50 000 voix, je suis fier. Il y a cette phrase qui est une très belle phrase en même temps. Mais il est très impopulaire. Vous n'imaginez pas ce qu'on écrit sur lui dans les journaux. C'est absolument effroyable. Mais comme ensuite, de nouveau, il s'identifie à la République. Et quand la République triomphe, vous avez pour lui, toute la génération romantique, pour qui même... quelle que soit leur opinion politique, c'est quand même le représentant de la génération romantique. C'est Hernani sur Ruy Blas. Voilà, donc même s'ils l'ont critiqué, ils l'oublient, etc. Vous avez de toutes tendances les républicains, qui sont majoritaires, et le peuple républicain, y compris la gauche et l'extrême gauche, et les orléanistes, qui... n'oublie pas qu'il a été jusqu'au bout défendu quand même Louis-Philippe et que même dans Les Misérables, il dit du bien de Louis-Philippe. Il n'a jamais trahi l'image de Louis-Philippe. Ceux qui restent totalement d'opposition, alors jusqu'au bout, qui diront beaucoup de mal de Victor Hugo tout le temps, c'est les légitimistes, purs et durs, et l'Église, enfin ce qu'on appelle les cléricaux, c'est-à-dire l'Église, parce que l'Église à l'époque, c'est le pape Pie IX. Il ne faut pas oublier que du temps du pape Pie IX, et ça correspond à Victor Hugo, et ça explique... Parce que, on n'a pas pu tout dire, mais Victor Hugo, à la fois, est d'un anticléricalisme total. Enfin, vous n'imaginez pas la dureté, la force, la violence de ses attaques contre l'Église. Terrible, terrible. Et à la fois, un croyant en Dieu absolument inimaginable, obsédé par l'idée de Dieu. Obsédé, il est travaillé par l'idée de Dieu. Et ce qu'il reproche à l'Église, c'est la trahison, justement, de sa conception du rapport direct avec Dieu, etc. Il y a cette ambivalence, Victor Hugo. À cette ambivalence s'en ajoute une autre, qui est peut-être plus compliquée à comprendre, c'est qu'il y a un poème de Victor Hugo extraordinaire. Victor Hugo, comme donc, je vous ai dit, a une vie sexuelle extrêmement torride et active. Et il y a un poème de Victor Hugo où il dit, mais c'est admiratif dans son truc, c'est dit au fond, Victor Hugo c'est la vie, c'est d'où vient toute la vie, etc. Et quelque part, Dieu c'est un grand phallus. il dit ça dans son admiration. Parce que c'est de là deviennent les graines, les trucs, la vie, le fait qu'elle peut se reproduire, etc. Mais donc il y a cette ambiguïté, cette ambivalence. C'est-à-dire, il a écrit des poèmes extraordinaires sur la religion. Jusqu'au bout, il écrit des poèmes sur Dieu, sur la religion, sur le catholicisme, etc. Et en même temps, je dis, en anticléricalisme total. Donc là, l'Église, jusqu'au bout, lui sera défavorable. Et il y a une autre partie de l'opinion qui lui est défavorable, mais c'est très minoritaire à l'époque, c'est les marxistes.
c'est-à-dire pour qui c'est le grand bourgeois libéral. Marx est un critique. On oublie toujours que Marx est aussi une critique de la démocratie libérale. Et donc c'est un démocrate libéral, donc c'est tout ce que les marxistes détestent. Et le gendre de Marx, qui s'appelle Lafargue, a écrit un livre contre Victor Hugo. Victor Hugo, lui, je ne sais pas s'il a même su que Marx existait. Il n'y a pas de référence à Marx dans Victor Hugo. En revanche, Victor Hugo avait une haine formidable des gauchistes de l'époque, justement parce qu'il considérait qu'il faisait du mal à la cause de la démocratie sociale et de la République, qui était représentée entre autres par Blanqui. Il y avait une profonde haine de Blanqui. Et également de Proudhon, mais parce qu'il le trouvait insupportable. Il y avait une autre question ? Oui, j'en suis rendu à la page 784 de votre ouvrage, formidable, et je m'aperçois que pratiquement la moitié de cet ouvrage est consacré à février-juin 48. Et on trouve là, vraiment, dans ce que vous écrivez, je pourrais sortir des dizaines de citations, une description vraiment frappante de ce qui se passe actuellement depuis 6-7 mois en France. Ouais. Cette inorganisation de quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, qui a une certaine légitimité, qui s'exprime mal et qui entraîne une catastrophe absolue. Et je trouve intéressant de voir que ça, c'est pour cette première révolution qui est différente d'une révolution intellectuelle, qui était une révolution de 48 venue de la révolte de la faim. Et là, j'aurais bien aimé que vous fassiez ce parallèle. Vous avez fait tout à l'heure un parallèle entre les positions des deux exilés sur les îles, la Grande et la Petite. Et j'aurais bien voulu que mais je vous l'ai fait un peu sur la Commune, parce que pourquoi j'ai insisté sur sa position sur la Commune ? Oui, la Commune, c'est plus clair, mais c'est par rapport à sa détestation de la Commune, où il n'a pas été seul là-dessus. Mais sur le phénomène, comment la révolution de 48 est arrivée sans qu'on la voie arriver, et avec des parallèles de désorganisation. Si je prends des citations de votre livre, j'en trouve une bonne dizaine qu'on peut prendre un pour un, qu'on aurait écrit la semaine dernière. C'est pour ça que je vous... Est-ce que cette révolte de 48, vous en tirez un enseignement sur notre situation actuelle ? C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur la scène des gens qui reviennent du mariage du duc de Montpensier. Oui. Et ce qu'il ressent, comme il y a une France que j'ignorais, il y a une France que j'ai sous-estimée, il y a une colère sociale que j'ai pas vue, il y a une colère contre mon monde, contre l'élite, contre etc. Je l'ai fait aussi par rapport à ça. Mais en même temps, il y a chez Victor Hugo, en particulier au moment de la Commune, ou en juin 48, même quand il est devenu républicain pur et dur, il y a des passages et des textes, on pourrait dire que c'est contre les Gilets jaunes aussi. Il y a ça aussi chez lui, c'est-à-dire les ambiguïtés, les ambivalences d'un mouvement qui correspond à une vraie demande, une vraie exigence, qui montre un mal-être, etc., mais qui en même temps, par quelque chose est pervers. C'est ça aussi qu'il dénonce dans la Commune. Il comprend qu'on ait fait la Commune, à tout point de vue, la misère sociale, la colère, le patriotisme, etc. Mais en même temps, il en condamne les excès, la violence, la rage, la destruction. Là, on pourrait l'appliquer d'une certaine manière aussi à la situation actuelle. Merci beaucoup. En tout cas, je regarde pour n'oublier personne. Merci beaucoup. On peut vous applaudir pour votre intervention ce soir. Merci. On va pouvoir continuer tous ensemble. Vous en avez l'habitude au rez-de-chaussée et autour d'un verre avec une dédicace. Et je vous rappelle notre prochain rendez-vous le 28 mars avec Françoise Reynaud dans le cadre du cycle Métamorphose. Et si vous n'avez pas encore vu l'exposition de Raymond Depardon au musée de la carte à jouer, l'exposition photo, je vous encourage à y aller. Merci encore. Hein ?
bon public. Hein. Ils vous ont écouté. Alors, je n'ai pas posé la question. Moi, je suis d'origine arménienne.